Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Salut les motards! Il y a la R1300 GS et il y a la GSA, la GS Adventure, la variation aventureuse du trail phare de BMW. Évidemment, son esthétique va faire beaucoup parler. Alors nous, on ne sait pas encore quel surnom on va lui donner. Ça peut pas être le frigo, puisque ça c'était la première Versys. Ça va peut-être être le congélo. Bon, tout ça c'est pas très gentil. En fait, moi j'aime finalement pas mal son esthétique parce que c'est très différenciant par rapport au modèle GS standard. Vous voyez sur ces très grands épaulements du réservoir, BMW vient mettre des systèmes de caoutchouté ou alors en option en aluminium pour poser des éléments sans que ça tombe. Par exemple, quand vous arrêtez, évidemment vous mettez votre téléphone, mettez quelque chose. Ça peut être pratique pour poser des éléments comme ça. Mais surtout, on peut aussi en option y mettre ses crochets pour y fixer, je vous montre ça, très facilement, ce type de sacoche. Voilà, c'est fixé dessus. Et là, vous avez des capacités d'emport supplémentaires de 4 litres 2 kg. En option, vous avez un support également de top case qui est un système pendulaire pour éviter les mouvements et les remous que peuvent générer à vitesse assez élevée ce type d'éléments. Vous pouvez voir qu'ici, on a également des supports de valises intégrés. Côté gauche, on a un contacteur électrique pour alimenter une prise USB intégrée aux valises et la lumière à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas à droite. La valise optionnelle gauche loge 37 litres, à droite on aura 36,5 litres, donc c'est quasiment la même chose. Il y a juste à cause de l'échappement, très court d'ailleurs, qui enlève finalement très peu de volume. Vous noterez aussi les très grands extracteurs d'air avec les radiateurs devant et ces grosses bouches d'aération pour évacuer la chaleur en ville. C'est assez pratique et efficace. Ce qui va faire la vraie différence entre la GS et la GSA, la GS Adventure donc, ça va être ce réservoir de 30 litres. Donc on a 11 litres de plus que la GS standard. On va avoir des feux additionnels qui viennent se positionner devant ce très large réservoir. La machine est équipée de série de pare-main avec déflecteurs et également des clignotants intégrés. Au niveau du châssis, le cadre avant ne change pas. On a toujours ces profilés rectangulaires en acier soudés qui viennent être boulonnés sur les boomerangs en acier également qui enserrent le moteur à fonction porteuse. Mais à l'arrière, ça fait vraiment la différence avec le modèle standard. On n'a pas les jolies platines aluminium moulées qu'on a sur la GS. On a des sections rectangulaires en aluminium aussi, soudées les unes aux autres, avec un joli mouvement ici à ce niveau-là, qui répondent un petit peu au boomerang qu'on a ici, pour renforcer en fait le bâti arrière, pour supporter davantage de poids. Niveau motorisation, on retrouve évidemment le boxeur de 1300 cm3 qui équipe la GS, avec les mêmes évolutions apportées à ce moteur, avec une courroie de distribution qui est placée sur le devant du cylindre droit, ce qui permet de compacifier l'ensemble, donc on a plus de place devant les jambes, en réalignant les cylindres également. Vous noterez également qu'on a de très importants par cylindre, renforcés, avec ici un déport qui permet d'éviter la bascule de la moto. La boîte de vitesse est placée sous le moteur, comme sur la GS classique, avec son arbre de boîte contrarotatif. On a 145 chevaux à 7750 tours, 149 Nm à 6500 tours. Donc là, aucune différence. L'embrayage est anti-dribble, évidemment. La BMW R1300G, ça est évidemment sous le contrôle d'une électronique très étendue, avec une centrale inertielle 3 axes direction qui va piloter les différentes assistances et les modes moteurs. On a 4 modes moteurs: route, pluie, dynamique et enduro. On a évidemment les modes pro en option qui vous permettent d'affiner les assistances liées à cette machine, à savoir le contrôle de traction, le frein moteur, l'ABS sur l'angle et la façon dont réagissent les gaz, et évidemment les suspensions pilotées. Tout ça interagit avec les modes de pilotage. En mode pro, en enduro pro ou dynamique pro, on pourra régler cela davantage en profondeur, à savoir la raideur du ressort, parce qu'on a une raideur du ressort qui est variable sur cette moto. Alors pour ceux qui en doutent, en fait, on a un élément déporté dans lequel on a un double ressort concentrique qui permet d'amplifier la raideur du ressort. En tout cas, ce tour de passe-passe d'ingénierie permet d'avoir beaucoup plus d'amplitude au niveau de réglage du ressort, notamment entre confort et dynamique par exemple. On peut faire varier beaucoup plus les valeurs, donc ça c'est quand même plutôt efficace. Évidemment on retrouve une transmission par arbre et cardan. Vous noterez la présence d'une béquille centrale également de série
Le système de freinage, on retrouve des étriers à montage radial, 4 pistons qui viennent pincer des disques de 310 mm à l'avant. À l'arrière, on a un élément de 285 mm qui est pincé par un étrier à 2 pistons. Et puis bien entendu, les roues à rayons en 19 et 17 pouces. Qui chausse ici pour notre essai des Dunlop Trailmax, qui étaient un petit peu dépassés par les événements, hein, je ne vous le cache pas. Bien évidemment, sur cette 1300 GS Adventure, on retrouve le téléleader Evo, avec cette platine qui forme les pontelles guidon sur le T supérieur, qui dirige le T supérieur avec toujours l'interface de cette platine en boomerang, là aussi en arc de cercle qui fait la jonction entre les deux pour limiter en fait les micro-mouvements engendrés au freinage de la fourche. On a donc toujours cette optimisation du contrôle de la direction avec un train avant beaucoup plus franc. Sur cette 1300 GSA, vous êtes positionné à 270 mm du sol, 290 mm en faisant varier la platine qui existe toujours sur la GS Adventure, donc qui se situe sous la selle. Vous pouvez faire varier la hauteur mais aussi l'inclinaison si vous soulevez simplement l'arrière, et ça c'est un très bon point pour avoir davantage d'appui sur le large guidon. En option, on a un contrôle variable de la hauteur de la machine. Elle peut à l'arrêt s'abaisser de 30 mm, genre à un feu vous arrêtez, la machine s'abaisse sans que même vous le sentiez de 30 mm, ce qui est quand même plus facile pour certaines personnes pour avoir les pieds au sol. Dès que vous repartez, au-delà de 40 km/h, la machine reprend ses 30 mm de plus. Également, on peut avoir un abaissement permanent de 20 mm pour ceux qui ont le plus de mal à poser les pieds au sol. Et le châssis peut être également redescendu de 20 mm de façon là définitive, en commande usine évidemment. Donc beaucoup de variables pour s'ajuster à la plupart des morphologies. Sur cette selle, on a beaucoup de recul, comme vous pouvez le voir. C'est bien pour les grands gabarits. Évidemment, on a un réservoir qui écarte pas mal les jambes. 30 litres, ça se loge pas comme ça. Devant vous, on a un petit vide-poche avec un port USB à l'intérieur. Et puis évidemment, on retrouve les mêmes commodos que sur la GS, non rétroéclairés, avec toujours cette molette et non pas un joystick, ce qui est quand même dommage. Le modèle que j'ai ici, c'est un modèle qui est équipé de l'ASA, c'est-à-dire la boîte automatique du BMW. Je l'ai aussi un peu testé donc, en off-road et sur route. Je vous dirai un peu plus tard ce que j'en pense. Et puis, on a donc la commande de choix entre mode automatique et mode manuel de cette boîte. Aucune autre différence. Également sous les yeux, un écran de 6,5 pouces. Parfois un peu confus, surtout très très surchargé en informations. Voilà, quand c'est votre machine, ça va. Quand vous la découvrez, c'est toujours un petit peu compliqué de se projeter dans tous les menus. Voilà, je pense qu'il y a quand même une ergonomie légèrement à revoir pour que ce soit plus simple à ce niveau-là. La position des jambes est conforme au standard. C'est plutôt détendu. On n'a pas de flexion particulière. Les repose-pieds sont plutôt bien placés. Et surtout, quand on est debout sur la machine, on a une BMW qui est très étroite et qui permet vraiment d'être facilement emmené en tout terrain, aux appuis bottes et sur le guidon avec un cintre plutôt large. Donc ça, vu l'équilibre de la machine qui est excellent, c'est vrai qu'on s'y retrouve assez bien. L'aventure, c'est l'aventure, c'est parti. Ouais, c'est une sacrée mémère. Hein. Mais en revanche, comme toute GS, ça se pilote du bout des gants. C'est réactif aux appuis sur les repose-pieds et évidemment au guidon. Il y a un excellent équilibre. Hein. Et puis toujours cette souplesse moteur. En quatrième, quasiment légal urbain. On est en dessous de 2000 tours. Et une mécanique très disponible. Ça reprend tranquillement avec ses distributions shift cam. Et deux profils d'arbre à cam. Bon, beaucoup de confort sur ces assises. Beaucoup d'espace à bord. Et puis surtout beaucoup de protection. Même avec la bulle en position basse. Bon là ça, j'ai le flux d'air qui m'arrive sur le haut du casque. On monte électriquement la bulle. On va aller chercher ça. Hop. Et là on est bien Tintin. Alors il y a quelques souffles d'air quand même sur le haut du corps. Ça revient ici sur les côtés de la bulle. Donc ça se passe au niveau des épaules. Mais sinon globalement on est bien protégé, surtout en bas avec les déflecteurs additionnels. Alors en termes de confort, on a aussi les poignées chauffantes. Allez, on repart à peine plus de 50 km/h en 5. Et forcément avec ce moteur, c'est tout de suite tonique. Hein. Allez, 145 chevaux et surtout les 149 Nm de couple. On les sent bien disponibles à chaque instant, sachant qu'entre 3800 tours et 7500 tours, on a minimum 130 Nm disponibles. Avec donc un pic à 149 à 6005. J'ai bien évidemment le régulateur de vitesse adaptatif
là je l'ai réglé à 111 km/h par exemple, et ma moto régule à 96 parce que le pilote qui est devant moi circule à cette vitesse. Voilà. Et on peut lâcher les mains, ça le fait tout seul, enfin ça ralentit tout seul et ça réaccélère tout seul. Moi j'aime pas trop ces dispositifs là, j'aime pas quand ça agit à ma place. Voilà, je l'enlève. Voilà. Bon, le flat twin a toujours une bonne disponibilité, mais vous voyez là en 6ème au légal urbain, ça fait un peu de bruit quand même. Ça passe en 5ème aux alentours de 2000 tours, mais il faut quand même passer la 4. Voilà. Là on peut relancer quand même sans trop de problèmes. On est vraiment aux limites quand même là, vous voyez, à 30 km/h. Ouais, le shifter est encore un peu brusque. Hein. Ouais, on sent qu'on a une grosse cylindrée unitaire. Le shifter, il n'est pas aussi franc que sur des architectures 3 cylindres ou 4 cylindres évidemment. Ça claque un peu. Ça va à peu près à la descente. À la montée, je trouve que ça pourrait être un peu plus soft. Passage des vitesses. Ouais, il faut quand même appuyer pas mal avec la botte. Hein. Après, les machines sont toutes neuves, donc il faut aussi garder ça en tête. Mais c'est vrai que sur les flats de shifter, c'est pas aussi doux que sur d'autres motorisations. Bah, sur notre parcours, on n'a pas tellement moyen de mettre en contrainte cette machine. Bon, en revanche, pour le confort, c'est clair, c'est très bon. Les suspensions travaillent remarquablement bien. C'est un peu mode tapis volant. Ça glisse apparemment. L'ABS il arrête pas de se déclencher. En tout cas on a une machine qui se dirige intuitivement, qui passe d'un angle à l'autre très facilement. Donc du dynamisme de châssis, du dynamisme moteur évidemment, et une belle sonorité. Alors on a une machine qui se tient vraiment bien au freinage. Forcément avec le télélever on a très peu de plongée. Et puis comme sur la GS normale, on a donc ce nouveau train avant avec des tubes de fourche beaucoup plus gros qui apportent bien plus de rigidité. Donc on a touché de haut d'asphalte un peu plus sportif, c'est un peu plus franc. Alors pour enchaîner quelques courbes, c'est évidemment très précis. Alors BMW nous donne également l'occasion d'essayer la R1300 GS Adventure en version ASA, c'est-à-dire avec boîte automatique. Il n'y a plus de levier. Et il y a un nouveau petit commutateur ici, DM, pour drive et manuel. Si j'appuie sur le démarreur, on passe au neutre. Il faut appuyer sur le levier de frein pour démarrer. Et on passe la vitesse directement au sélecteur, puisqu'il y en a toujours un sélecteur. On n'a pas de gâchette hein, sur la BMW. On passe la 1, et là je suis en drive, donc je suis en mode automatique. On voit la première, D1. Mode cartographique road. Alors on passe la 2, la 3. Automatiquement ça passe tout seul, mais je peux aussi réintervenir. Là je vais descendre de vitesse au sélecteur, 4, 3, ou monter, 5, voilà, 6. Alors un virage, on va prendre les freins. La machine tarde à rentrer les rapports, vous voyez, je suis repassé en 3, mais c'est pas ça donne pas vraiment de frein moteur. Alors on va voir si en mode dynamique c'est un petit peu mieux. Ça tire d'abord. Ah oui, là ça rentre les rapports. Voilà, on a vraiment une boîte qui suit le mode de pilotage choisi. Un petit à-coup entre l'un et la 2 quand même. Hein. Ouais, ça tire nettement les rapports. Alors on va repasser en mode route. Allez, je vais freiner. Genre je freine fort. Ouais, ça tarde à redescendre quand même. Hein. Ouais, il faut vraiment tenir les freins longtemps pour que ça rentre. Et puis en mode sport, allez, on va accélérer. Il y a un à-coup quand même. Hein. Il passe la 5, mais voilà, il a senti que je voulais accélérer. Donc le système est descendu à un rapport et après il repasse la 6. On va essayer un truc. On va se mettre en manuel. Voilà. Et là, je freine. Que se passe-t-il? Et ben, là, le système finit par redescendre les rapports pour pas faire caler la machine évidemment. Bon, sinon,
en manuel, ça se commande comme un shifter en fait. Enfin, le moteur s'exprime vraiment très fortement à partir de 6000 tours. La boîte automatique donc en mode dynamique est un petit peu brusque quand on commence à accélérer fort. En revanche, elle rentre bien les rapports quand il faut. Par contre, en mode road, c'est quand même un petit peu tardif, je trouve. Alors, on est sur un terrain assez mou, avec de la glaise, et les pneus qu'on a, c'est des Dunlop Red, et ils sont un peu dépassés sur ce terrain. En fait, on est limité par ce qu'on peut faire là sur ce terrain, d'une part par la capacité du pilote évidemment, et d'autre part parce qu'il a plu quand même depuis un certain temps à l'est de Paris, comme sur toute la France d'ailleurs. Bon, sinon en termes de guidage, cette GS Adventure se laisse emmener facilement, c'est plutôt simple à son guidon. Alors il y a un très bon contrôle des gaz, hop, allez, là ça devient assez scabreux. Ah purée, je me suis laissé emmener. Ah, j'ose pas trop me laisser aller là-dedans parce que en fait ça allait bien sur les premiers passages. Le problème c'est que ça fait 4-5 fois qu'on y va là et ça se tasse complètement avec l'herbe. Alors dans ces petits enchaînements là, on sent que la moto est quand même maniable en dépit de son gabarit, de son poids et de sa longueur. On a un bon contrôle des décélérations avec le levier. Bon, ça n'a rien de compliqué tout ça hein, pour quelqu'un qui sait faire. Mais c'est vrai qu'avec des motos aussi lourdes, c'est quand même compliqué quoi. Là, on est sur une section beaucoup plus roulante. Je me méfie quand même du grip de l'avant parce qu'on est chargé anglaise. Après, ici, je la mets en manuel parce que c'est un peu plus intéressant parce qu'elle passe très vite les rapports en fait. Et là, je suis en D2. Elle vient de passer la 3. Quand on freine bien, elle repasse la 2. Ah, mes collègues avaient l'air dubitatifs. Elle ne repasse pas la 3 tant que ça, je trouve. Non, c'est pas si mal. Hein. Alors évidemment, c'est un essai très compact que nous a fourni BMW aujourd'hui. On est en France, à l'est de Paris. On n'a pas eu beaucoup de routes sinueuses pour vraiment tester la machine, mais tout de suite, on peut voir à quel point la partie cycle est équilibrée. Les 269 kg de cette GSA s'évanouissent vraiment très rapidement. Je suis toujours surpris de la réactivité de cette machine à changer d'angle. J'aurais bien aimé la mettre davantage en contrainte, pouvoir tester aussi davantage cette boîte automatique qui équipe cette machine. Pour moi, en mode route, c'est une boîte qui est trop lente en fait, qui passe trop vite les rapports quand on accélère, et à l'inverse, qui les rend pas assez vite quand on freine fort, quand on veut faire un petit peu de pilotage dynamique. Du dynamique, avec le mode dynamique, ça fonctionne mieux effectivement. Là, les rapports vont être tenus plus longtemps, on va avoir un passage des vitesses qui va être vraiment associé à ce qu'on cherche en pilotage. Pareil au freinage en fait, quand on va arriver sur une courbe, ça va rentrer les vitesses assez rapidement. C'est plutôt pas mal. On a l'avantage d'avoir le sélecteur qu'on peut actionner à tout moment, donc ça c'est très bien. On n'a pas de gâchette au guidon. Voilà, sinon on peut aussi la passer en mode manuel et dans ces cas-là on retrouve une boîte normale, ça fonctionne très bien également. En tout terrain, je trouve que ça fonctionnait presque mieux. On avait un mode Enduro Pro, mais je pense qu'Enduro c'est pareil, qui fait que la boîte réagit plus rapidement. Il ne monte pas trop vite les vitesses, on est plutôt comme en sport. Sur piste roulante, évidemment, on s'en sort sans problème. On a toujours une très grande motricité quand on a des pneus un petit peu typés. Donc une très bonne gestion également des gaz, un contrôle très efficace et très convaincant des freins, tant à l'arrière qu'à l'avant. Sur un mode enduro, on a l'ABS qui est coupé à l'arrière, toujours un petit peu d'ABS à l'avant en type enduro. Donc voilà, une électronique qui fonctionne très bien, qui vous aide vraiment à tout moment sur les phases de pilotage, en tout terrain, comme sur route. La protection sur ce modèle est excellente, évidemment, avec ses volumes, on n'attendait pas moins. Au niveau du bas du buste, c'est très bien également avec ses déflecteurs. La bulle protège remarquablement bien aussi. Par contre, on a quelques turbulences d'air qui arrivent ici sur les épaules. Évidemment, les jambes sont protégées par les cylindres. Les bottes, un petit peu moins. D'ailleurs, on voit tout de suite en enduro, quand on prend de la boue, c'est là que vous en êtes couvert, ça rentre en dessous. Enfin, le moteur de cette R1300 GS Adventure est tout aussi convaincant. En ville, on a
une très bonne disponibilité moteur. On pourra quand même pas trop monter les rapports. Je pense que la 3, la 4 maximum. Après, on a un peu plus de mal en reprise. Par contre, sur route, on a une très grande vélocité avec ce Twin. C'est assez sportif et en dépit de ce poids, ça reste très convaincant en dynamique. À voir à bonne allure comment se comporte le freinage qui paraît excellent. Le tarif de cette machine de base est de 23 800 €. Tarif légèrement en hausse avec toujours plus d'équipement, toujours plus de raffinement quand même, moi je trouve dans ce design. Il y a 4 autres variantes. Évidemment, pour avoir l'option Pro, il faudra encore ajouter 910 €. Si vous voulez avoir le DSA avec l'option Confort, c'est 540 € de mémoire à vérifier. Voilà, donc en fait, comme d'habitude chez BMW, la liste des options ne fait que s'accroître. Donc évidemment, on peut avoir une facture qui frise les 30 000 €, voire les dépasse, si on empile tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main de cette BMW R1300 GS Adventure. Je vous développe ça un petit peu davantage en ligne sur le repairedemotard.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao.